Et bonjour à tous. Alors, on s'est récemment rendu à une conférence sur l'écologie et les jeux vidéo qui a été organisée par l'INTP, qui est un institut de recherche indépendant sur l'écologie théorique qui est basé dans les Pyrénées. Et on a appris beaucoup de choses sur l'écologie des jeux vidéo et les jeux vidéo d'écologie. On a notamment appris que Pokémon Go aurait involontairement simulé une réserve naturelle dans une base militaire en Chypre. Je vous passe l'extrait tout de suite. Vous avez parlé des écosystèmes simulés volontairement ou involontairement. Pouvez-nous nous expliquer? Tu veux répondre ou... Ouais. En fait, quand un studio de jeux vidéo crée un jeu, souvent il va créer un ensemble de règles. Il y a des animaux, il y a des monstres, il y a des personnages, ils interagissent comme ci ou comme ça. Et des fois, les interactions entre les différentes espèces dans cet écosystème, elles vont être régies par les règles du jeu qui ont été écrites par le studio en disant tel monstre va toujours attaquer le joueur dans telle situation, ou tel animal va manger tel autre. Et des fois, il y a des choses qui peuvent arriver qui n'étaient pas prévues du tout par les développeurs. On a pris l'exemple pendant la conférence d'une maladie qui s'est répandue dans le jeu en ligne World of Warcraft, où les personnages se contaminaient les uns les autres avec une maladie et où des centaines de joueurs ont fini par perdre leur personnage comme ça. Et ça n'avait pas du tout été prévu. Et ça a pu même être étudié par des scientifiques qui se sont dit, là, c'est une émergence de règles écologiques qui n'étaient pas prévues à l'intérieur d'un jeu vidéo. Et vous nous avez aussi dit donc du coup que Pokémon Go avait involontairement simulé un écosystème en Chypre. Est-ce que vous pouvez expliquer ça? Alors, pour être exact, ce qui s'est passé, c'est plus qu'il y a eu une création d'une réserve naturelle. Ah oui. Puisque dans Pokémon Go, en fait, on peut aller à différents endroits dans la nature, dans le vrai monde, pour attraper des Pokémon avec son téléphone. Sauf que dans les pays où il y a des zones où on ne peut pas aller, il y a des Pokémon rares qui peuvent apparaître et qui ne sont pas capturés. Et l'exemple de Chypre qu'on a donné, c'est effectivement parce qu'il y a une zone militaire à Chypre où on ne peut pas pénétrer, c'est très très dangereux, donc personne n'y va. Il y a des champs de mines, etc. Et dans cet endroit, il y a des Pokémon très rares qui sont apparus et qui se sont multipliés. Et en fait, c'est un peu la même chose qu'on observe dans les réserves naturelles, dans la nature, où effectivement, le fait qu'on mette des grillages et qu'on empêche les hommes de rentrer, ça peut créer des multiplications d'espèces qui sont devenues rares en milieu urbain ou dans les champs, etc. Mais dans les réserves naturelles, elles se multiplient. Et en fait, dans Pokémon Go, c'est un peu ce qui s'est passé dans certaines zones militaires. Vous avez aussi parlé des jeux narratifs par rapport à l'écologie, etc. Est-ce que vous pouvez nous expliquer rapidement en quoi ça consiste? C'est-à-dire qu'en fait, plus un jeu a de mots, c'est-à-dire plus les personnages parlent, plus le scénario est développé, et plus on peut aborder en fait des thématiques qui sont pointues. Et moi, quand j'ai commencé à jouer, vous étiez pas né parce que j'ai commencé à jouer en 1988. Parce que je suis vieux, voilà. En fait, les jeux, ils pouvaient pas raconter grand-chose parce qu'ils devaient tenir sur des espaces tout petits, des espaces de stockage tout petits. Et les jeux qui racontaient beaucoup de choses, c'était des jeux où il n'y avait quasiment que du texte. Je crois que Mathieu, ici présent, a fait pas mal de jeux d'aventure textuelle dans sa jeunesse. Et donc les jeux qui n'étaient les jeux d'action, justement les Zelda qui sortaient à l'époque, il y avait une économie de mots qui était terrible. C'était juste un vieux qui disait prends cette épée, va tuer Ganondorf et basta. Et maintenant, c'est vrai qu'on a des jeux qui peuvent parler pendant des fois 50, 60, 70, 80 heures. Le Final Fantasy VII Rebirth dont je parlais dans la conférence, c'est 100 heures et quasiment pendant les 100 heures, vous allez entendre du dialogue, quoi. Donc c'est des milliers de vies. Un jeu comme Baldur's Gate 3 qui est sorti l'année dernière, je crois qu'il est en termes de texte, il est 4 fois plus long que le Seigneur des Anneaux. Voilà, c'est l'équivalent de 7000 ou 8000 pages de texte, quoi. Donc aujourd'hui, vous avez des jeux qui peuvent développer un discours sur l'écologie qui est très poussé, pas simplement parce qu'ils ont la place pour le faire et qu'avant ils ne l'avaient pas, quoi. Donc oui, de plus en plus les jeux narratifs peuvent avoir un discours très construit sur toutes les questions possibles, dont l'écologie. Et voilà, c'est la fin de cet épisode. Merci à tous d'avoir écouté. On remercie Samuel Lévesque et ses collègues de l'INTP pour avoir accepté cette interview. On remercie aussi Eureka Café de nous avoir accueillis. Et c'était l'info décalée. À la semaine prochaine.